Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour démarrer notre 11e Delville Academy. Alors, certains d'entre vous nous connaissent, nous suivent régulièrement, donc nous les en remercions, et d'autres nous connaissent un peu moins. Donc, Delville Management, en quelques mots, est un cabinet de management de transition pure player. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs et nous sommes présents à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons un club de dirigeants, le Club Delville. Ces cadres dirigeants viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Kaoru Okada, qui a 30 années d'expérience dans la fonction de dirigeante multinationale. Elle s'investit actuellement dans le développement du coaching de dirigeants. Elle accompagne ses clients dans toutes les dimensions de la stratégie multiculturelle. Donc, le multiculturel et non pas l'international, une donnée d'entrée à ne pas négliger dans toute communication stratégique. C'est ce dont Kaoru va nous parler ce matin. Donc, pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Kaoru, je te laisse la parole. Merci beaucoup Delphine et merci à Delville donc de me donner cette opportunité. En fait, on confond très souvent l'international, le fait de devoir parler anglais et le multiculturel. Très souvent, on dit « Ah, je n'ai peut-être pas réussi ce coup en négociation ou dans une réunion, je n'ai pas pu convaincre suffisamment parce que mon anglais n'est pas ce qu'il devrait être ou alors les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. » Et en fait, l'international a plein de pièges. Là, ce que j'essaie de vous peut-être partager, au vu de mon expérience, c'est que combien le multiculturel anime toutes ces problématiques. L'utilisation de l'anglais est animée par les cultures qui utilisent cette langue qui n'est pas notre langue mother tongue, langue maternelle pour beaucoup d'entre nous, mais obligée, et combien ça peut impacter, avec une communication qui peut être stratégique, le succès de votre entreprise, de votre démarche et de tous les objectifs business que vous êtes donnés. Voilà, donc ça sera une session interactive. Comment les cultures ou les perceptions qu'on en a sont absolument relatives. Et c'est une notion clé. Par exemple, quand j'étais chez Renault-Nissan, plus de 17 ans, là, je prends un exemple du livre d'Erin Meyer que je vais citer souvent au cours de ce webinaire. Les Anglais disaient des Français de Renault, mais c'est pas possible, ils sont pas à l'heure. On leur a donc envoyé l'ordre du jour à l'avance, ils s'y tiennent pas, ils sont pas ponctuels. Et en fait, dans les mêmes termes, les Français de Renault disaient des Indiens, à Chennai, il y a une usine et un bureau d'études, c'est pas possible. On leur a envoyé l'ordre du jour, ils ne s'en tiennent pas, ils sont pas à l'heure. Non seulement ils sont trompés d'heure, mais de jour. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas fonctionner comme ça. Ils sont loin d'être ponctuels. Bon. Et en fait, la relativité de ces appréciations, c'est que avec les Japonais de Nissan, eh bien, ils disent des Anglais exactement dans les mêmes termes. C'est ce qui m'a frappé. Ce que les Anglais, pardon, disent des Français de Renault. Donc, les Nissan du Japon disent aux Nissan d'Angleterre, c'est pas possible. Ils sont pas ponctuels. On nous a dit pourtant que les Anglais étaient ponctuels. On leur a donné l'ordre du jour à l'avance. Ils s'y tiennent pas. Qu'est-ce que c'est? Ils sont pas organisés. Et donc, là, c'était un petit peu une façon frappante, parce que ce sont les mêmes mots utilisés, comment les perceptions sont relatives l'une par rapport aux autres, sur une même dimension, qui est juste le scheduling. Mais en fait, le scheduling est un élément important de la gestion du temps. La dimension managériale de la gestion du temps, on en fait tous l'expérience, quel que soit le business, qu'on soit en management de transition dans une entreprise, en privé ou en public. Quand on a une gestion du temps planifiée, la ponctualité est importante. On respecte les agendas et les délais.
on a une tolérance faible aux interruptions et on a une démarche surtout séquentielle. Une chose arrive après une autre, sinon ça bloque. Au contraire, dans une approche flexible, mais encore une fois, c'est par rapport à. Les Renault sont apparus un peu plus flexibles par rapport aux Anglais et aux Japonais, mais ils sont apparus moins flexibles par rapport aux Indiens. Donc, avec ce caveat, cela étant dit, dans une culture de temps flexible, ce qui est apprécié, ce n'est pas la planification ou la ponctualité, c'est plutôt l'adaptabilité, la souplesse et l'ouverture aux opportunités, l'ouverture aux impondérables. La tolérance aux interruptions est très forte parce que c'est là où les choses intéressantes se passent, n'est-ce pas? Et le processus n'est pas séquentiel, mais plutôt exploratoire. On recherche les alternatives. Voilà, on montre sa bonne volonté en étant ouvert et en essayant de résoudre du mieux qu'on peut. Et ça n'est à aucun moment une question de bien ou de mal. Ce sont des perceptions relatives. Et là, je vais vous présenter le modèle interculturel de base, qui est l'iceberg de Coles. Dans la culture, il y a une partie visible, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est explicite, observable et tangible. Mais une culture se nourrit, donc le plus gros de l'iceberg est invisible, elle est implicite, elle est cachée et parfois même inconsciente. La partie visible qu'on voit d'une culture, c'est par exemple l'architecture d'une ville, la langue d'un pays, la nourriture, les us et coutumes et les traditions, et même les comportements. Par exemple, quand je fais ça, la partie visible de mon geste, c'est mes deux mains, les paumes devant. Il faut que tu partages ton écran, Kaoru. Pardon? Tu partages ton écran, on n'a pas le partage là. Ah pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Sinon, c'est pas très grave. Si je vais essayer quand même de... Heureusement que tu m'as dit. Ça arrive. Voilà, super. Excuse-moi. Tu te mets en diapo et c'est bon. Ok. C'est bon? Ouais, super. Ok. Merci. Merci beaucoup, excusez-moi. Et donc, je parlais du modèle interculturel fondamental de base, qui est le modèle de Coles. Donc, la partie visible de la culture et la partie invisible, implicite, cachée, parfois même inconsciente. La partie visible d'une culture, l'architecture, la langue, la nourriture, us et coutumes, traditions et comportements, comme mes mains. Aux États-Unis, une collègue m'a dit « You are doing a stopping gesture, Kaoru. Tu es en train de nous arrêter. » Ah ben non, je levais les mains. Donc la partie visible, c'est les mains. Mais elle, avec son iceberg culturel à elle, l'américaine, elle a pensé que je l'arrêtais. Parce que dans la partie invisible, il y a les croyances, il y a les normes et les valeurs, les styles de communication. Nous y voilà. C'était un stopping gesture qu'il ne fallait pas faire en communication pour elle, un tabou. Et bien sûr, derrière tout ça, le mode de raisonnement. Mais encore, ce qui nourrit tout ça, c'est des siècles, des millénaires d'histoire, la géographie, le climat, la religion, l'éducation, etc., etc. Et bien sûr, avec des mélanges personnels, de personnalité, de sa propre histoire, du secteur d'activité qui peut avoir une culture ingénieur, par exemple, une culture technique, une culture business, etc. Ça, c'est peut-être la slide centrale de ma présentation, c'est-à-dire qu'on regarde toujours une culture à travers son propre prisme. Ma collègue américaine qui a vu mes mains et qu'elle a interprété comme une stopping gesture, c'est qu'elle a vu ce qui était visible, c'est-à-dire un comportement perceptible, tangible et observable, par ses yeux de la culture sous l'iceberg. De même, je vois sa culture américaine par ma propre culture, qui est un mélange de cultures. Je suis franco-japonaise.
Voilà. Et c'est donc ce regard croisé qui est fondamental à l'approche d'une culture ou de l'autre, en fait. Quand je dis que les perceptions culturelles sont relatives, elles sont relatives parce que je ne peux le voir qu'à travers ma propre culture, mon propre iceberg. On va essayer de prendre plusieurs études de cas pour que ça soit un peu concret et intéressant. Par exemple, le feedback. Et là, c'est très intéressant. C'est un dictionnaire anglo-néerlandais pour aussi vous montrer le fait que la culture, ce n'est pas une question d'ethnie. On parle de British et on parle de néerlandais. Donc, ce sont des Européens. Les deux parlent très bien anglais parce que l'anglais, c'est leur langue maternelle au British. Et aussi, les Dutch parlent super bien anglais. Donc, ce n'est pas une question de langue, parce que souvent on dit les réunions interculturelles n'ont pas marché à cause de l'anglais. Ah ben non. Souvent on dit mais c'est parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, c'est pas du tout la même nation, c'est pas du tout la même ethnie. Ah si, ce sont des Européens. Et pourtant, les différences culturelles sont extrêmement fortes. Par exemple, sur la dimension managériale du feedback, quand on prend les Dutch et les British. Excusez-moi, je vais le faire en anglais. Quand les British disent with all due respect, en fait, ils veulent dire I think you are wrong. Mais les Dutch comprennent oh, he's listening to me. Quand les British disent oh, by the way, ce que les British veulent dire, c'est the following criticism is the purpose of this discussion. But les Dutch comprennent this is not very important. Ça a commencé par by the way. Donc, quand les British disent I was a bit disappointed that, ce qu'ils veulent dire, c'est I am very upset, I am angry. Mais les Dutch comprennent it doesn't matter, really. Quand les British disent very interesting, en fait, they don't like it, mais les Dutch comprennent he's impressed. Quand les British disent I'm sure it's my fault, ils veulent surtout pas dire que c'est leur faute. C'est it's not my fault. Ils s'attendent à ce que tout le monde se précipite autour d'eux pour leur dire non, 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 it's not your fault. Mais les Dutch comprennent it's his fault. He said so. Il l'a dit. Et enfin, quand les British disent this is an original point of view, peut-être que ça veut dire your idea is stupid. Quand les Dutch comprennent he likes my idea. Voilà, donc ça, c'était une illustration un peu drôle, humoristique, de la dimension de feedback, qui est déjà sensible, n'est-ce pas? Quand on donne un feedback, la personne qui reçoit le feedback, mais aussi qui donne le feedback, il y a une tension déjà. Déjà, c'est une dimension managériale qui prête un petit peu à une certaine tension. Et en plus, il y a des différences culturelles majeures à la façon de le dire et aussi à la façon de le recevoir. Donc là, on a un petit peu parlé des Anglais, dans la façon uniquement de faire le feedback du livre Culture Map d'Erin Meyer. Les Néerlandais sont là, extrêmement directs, explicites. La France est là, avec une précision. Peut-être dans la culture française, on est beaucoup plus direct en critique, c'est-à-dire en feedback négatif, qu'en feedback positif. En France, quand on fait bien un travail, c'est normal. Si c'est normal, pourquoi en parler? Moi, chez Renault, en 18 ans, je ne crois pas que j'ai eu une seule fois de feedback positif, parce que c'était normal, qu'on travaille bien. Mais par contre, le feedback négatif, oui. Alors là, ce n'est pas ça qui a manqué. En Chine, donc, un peu plus direct que le Japon, par exemple, mais il n'est pas plus indirect que certaines cultures de l'Extrême-Orient, de l'Asie de l'Est, en feedback. Donc, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, un feedback, mais en plus, c'est une dimension relative qui fait que l'impact peut-être est un peu plus répercutant, un peu plus dur à porter dans certaines situations que d'autres.
C'est aussi un cas dont parle Erin Meyer, parce qu'elle est professeure à l'INSEAD. C'est une Américaine au départ, Erin Meyer, de Minnesota. Et ça fait 21 ans qu'elle est en France, professeure à l'INSEAD depuis 10-15 ans. Elle a coaché 2 personnes, une Française qui est allée en expatriation dans une grande entreprise aux États-Unis et le boss américain de cette Française. Un jour, elle reçoit le coup de fil de la Française expatriée qui lui dit « Erin, c'est ma superbe expérience de ma carrière. J'ai jamais été aussi appréciée. C'est super, je suis aux États-Unis, j'adore. » Peu après, elle reçoit l'appel du patron de l'expatrié. « Erin, c'est un désastre. Il va falloir que je renvoie l'expatrié. Elle n'écoute pas, je ne peux pas travailler avec elle. » Comment ça se fait que dans une même dimension, les 2 personnes d'une même équipe ont compris une situation de façon diamétralement opposée? Après, elle a creusé un peu. En fait, en France, comme la manager française était tellement peu habituée au feedback positif, son chef américain a commencé par lui dire 3 bonnes choses, 3 bons feedbacks positifs. Parce qu'aux États-Unis, on grandit en apprenant que si vous avez un feedback négatif, vous voyez, les Américains ne sont pas si directs que ça, hein. Même si dans le positif, ils sont tout le temps « Oh, it's wonderful, it's fantastic ». Quand c'est du négatif, ils ne sont pas aussi directs. Donc, 3 feedbacks positifs avant le feedback négatif. Mais elle était tellement peu habituée, la manager française, qu'elle n'écoutait plus. Au bout de 3 feedbacks positifs, elle était sur coussin d'air. Elle était tellement ravie que, honnêtement, de façon cognitive, son intellect n'a pas retenu. Ça n'a pas pénétré son cerveau. Et donc, une situation qui est vraie sur cette dimension où il faut faire un peu attention. Après, le pilotage. On pilote tous un projet, l'état d'avancement des équipes, on pilote des choses à distance, on pilote des fournisseurs. Je ne sais pas, je suis sûre que tous les participants ont une grande expérience du pilotage. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous pilotez? C'est quoi piloter? Voilà, si vous pouviez, s'il vous plaît, encore une fois, prendre la partie Q&R et écrire votre définition. C'est quoi pour vous piloter? Merci beaucoup. Alors, j'attends que des commentaires apparaissent, si toutefois il y en a. Alors, donc ça arrive. Animer et donner une direction, suivre les plans d'action, mener à bon port, encourager chacun à produire le meilleur, coordonner, organiser, animer, organiser, convaincre, piloter, c'est amener à destination, donner et suivre un cap, fédérer et emmener, contrôler, donner l'objectif, suivre les étapes d'avancement, être le chef d'orchestre. Écoute active, établir des plans et agir, mesurer, donner du sens, coordonner, agir sur les leviers pour mener les opérations, la transformation, fixer des objectifs, mettre un suivi, KPI, cela en motivant les équipes, mesurer, faire des feedbacks. Ça fuse, ça fuse. C'est formidable, super. Je n'ai jamais eu une liste aussi riche. Donner des consignes, s'assurer qu'elles soient comprises et appliquées en étant le facilitateur et de façon assertive. Motiver, donner un cap, suivre, accompagner, corriger ses besoins, faire un point de fin. Une main de fer dans un gant de velours. Tac, tac. Voilà, en C'est très gros. riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Delphine. Effectivement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça va de chef d'orchestre au KPI, motiver, fédérer jusqu'au gant de velours. Corriger, j'ai entendu, donner la direction, mais aussi suivre et beaucoup animer. Animer, c'est donner une âme. C'est très important. Effectivement. Merci beaucoup. Dans un contexte multiculturel, cependant, comment sont compris tous ces concepts? Par exemple, animer, donner une âme.
J'étais chez Renault-Nissan et quelqu'un a essayé d'expliquer. C'est pas facile parce que déjà, quelle est l'approche à ce que c'est qu'un échange, un dialogue, une conversation? Animer, donner une âme, comment on peut l'aborder de façon à ce que tout le monde suive? Parce que c'est ça un chef d'orchestre. Il y a parfois des sons dissonants. Comment l'intégrer dans un tout harmonieux? Corriger, on a déjà vu les difficultés du feedback. Quand c'est direct et indirect, comment c'est perçu? Comment c'est compris? Est-ce que c'est entendu? Est-ce que d'abord c'est dit? Comment les non-dits sont perçus? Et c'est ça une âme en fait. Et donc, dans un environnement multiculturel, dans le pilotage, il y a vraiment le choc de l'impact. Comment c'est perçu? Parce que finalement, ce que vous voulez, c'est la réussite d'un résultat. On n'est pas plus orienté résultat qu'en pilotage. Ce n'est pas l'intention qui compte, n'est-ce pas? Ni même les moyens. Et donc, c'est le test du réel. Et très souvent, ce qui motive à l'international, ce sont ces trois principes clés qu'on oublie souvent quand on pilote. Parce que quand on pilote, suivant un modèle jacobin qui est français, c'est-à-dire on rayonne du centre vers la périphérie. Ça, depuis la Révolution française, c'est un peu comme ça le rayonnement du centre. C'est pour ça que très souvent, les villes en France sont centralisées. D'ailleurs, c'est Paris, la capitale culturelle, intellectuelle, économique, sociale, politique, etc. Contrairement aux autres pays, même européens, où c'est un peu plus décentralisé. Donc, dans ce rayonnement jacobin du pilotage, parfois on oublie l'impact qui fait que peut-être ce qui est apprécié, c'est plutôt l'autonomie. Mastery, c'est-à-dire une certaine expertise, un contrôle de sa propre expertise, et purpose, l'objectif général, global, the big picture, la mission d'ensemble. Et ça vient d'un livre qui s'appelle Drive, c'était en japonais. C'est un auteur américain, pardon, qui est très influenceur sur LinkedIn, Daniel Pink. Ça a été traduit en japonais, c'est devenu un best-seller. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par Motivation 3.0. Bon. Et vraiment, c'est un peu reflété une certaine attente de ce que c'était que le pilotage d'un point de vue être piloté. Parce que pour piloter, il faut être piloté. Et donc, l'importance de l'autonomie par rapport à un certain contrôle de son propre savoir-faire ou savoir-être et the purpose. Pourquoi faire? Le but. La raison d'ensemble. Je vais aller un peu plus loin. Sigve, c'est un Norvégien qui est à la tête du Telenor, qui est le groupe de télécommunications norvégien. Il a fait beaucoup de webinaires gratuits pendant le Covid, le confinement. Ils étaient pris de court, comme tout le monde, et il a dit que ce qui marcherait peut-être pendant l'urgence, c'est-à-dire que quand tout le monde était confiné, on ne savait plus quoi faire, il fallait continuer à produire, mais comment? On ne peut plus se voir, on ne peut plus se parler. Et donc, il a beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux de son principe qui a la beauté d'être simple, donc on s'en souvient, le tight, white, tight, c'est-à-dire qu'on sert au départ, le what. Qu'est-ce qu'ils veulent comme livrable? Une définition très très précise des tâches à accomplir, l'activité, l'objectif. Là, il faut serrer un maximum, être clair, extrêmement précis. Par contre, wide, être un peu plus peut-être dans lâcher du lest, ne pas faire du micromanagement, respecter l'autonomie. Ben, si vous préférez rendre le soir que le matin, ben, rendez le travail le soir. On va peut-être pas se faire une visio tous les jours, mais tous les 2 jours. Accepter un peu d'être wide dans le comment. Faire confiance un peu à la mastery, au contrôle de sa propre expertise de la part de la personne à qui vous déléguez, ou vous avez donné la tâche, ou que vous pilotez. Et refermer après, parce que accountability, rendre compte du résultat livrable, la responsabilité du livrable final, il faut encore serrer. Il faut rendre responsable la personne qui rend le travail. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça évoque des idées ou des suggestions. S'il vous plaît, nos problèmes, remettez dans le Q&A parce qu'il y aura aussi un chat après de session de questions-réponses. Mais c'est peut-être extrêmement parlant
aussi de confronter à certains modèles, européens ou pas, américains, japonais, de comment est ressenti un pilotage. Voilà, on a parlé de plusieurs dimensions managériales déjà. Le temps, la gestion du temps, mais aussi la gestion du feedback, le concept de pilotage, le concept d'être piloté, et parfois plusieurs dimensions se croisent. C'est là où c'est la vraie vie et que ça devient intéressant. Par exemple, il y a 2 dimensions croisées par Erin Meyer. Quand on exprime ou pas son émotion. Donc, plus bas on est sur la carte, moins on exprime son émotion. Plus haut on monte sur la carte, on exprime son émotion. Plus on va à gauche, on est dans l'expression des désaccords. Confrontation. On n'a pas peur, on y va. Allez, très ouvertement. Et plus on va à droite de la carte, moins on aime l'expression des désaccords. Ça ne veut pas dire que les désaccords n'existent pas. Ils s'expriment, mais très différemment que de façon explicite, directe et ouverte. Donc là, vous avez le Japon diamétralement opposé de la France. Renault-Nissan, c'était intéressant à plus d'un titre, n'est-ce pas? Mais aussi d'autres nationalités ou cultures que vous connaissez plus ou moins ne sont pas pareilles. Par exemple, là, vous avez les Néerlandais, extrêmement à l'aise dans l'expression ouverte des désaccords. Les Français aussi, c'est à peu près le même niveau. Par contre, ils n'expriment pas leurs émotions, les Néerlandais. Alors qu'en France, il est OK d'exprimer ses émotions, même négatives, ses frustrations, son impatience. C'est OK. Là, on n'exprime même pas ses émotions, c'est-à-dire c'est une attitude neutre, le body language complètement poker face, il n'y a pas de gestuelle. Et en plus, on n'aime pas confronter. Donc en fait, souvent, de la part des Renault, par exemple, comme je prends cet exemple, excusez-moi, Renault-Nissan encore une fois, mais est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, les Japonais? On ne sait pas. Parfois, on ne sait même pas. C'est pas seulement qu'on n'a pas les réponses, mais peut-être qu'on n'a pas, même pas posé les bonnes questions. Là, il y a une différence aussi. Il y a pas mal de Nissan au siège, il y a pas mal de Néerlandais au siège de Nissan au Japon. Bon, il y a une histoire pendant les 300 ans où l'époque féodale des shoguns a fermé le pays complètement, du tout début 17e au milieu 19e. Seuls les Néerlandais avaient une petite île à Nagasaki, le Dejima, une petite île en dehors de Nagasaki où on peut faire un peu de commerce. Bon, parce qu'ils ne sont pas occupés ni de politique ni de religion. En bon néerlandais pragmatique, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire un peu de commerce. Bon, d'où entraient les mousquets aussi, par ailleurs, mais bon. Eh bien, les Néerlandais sont tellement dans l'opposition, mais ouverte. Vous avez vu tout à l'heure la dimension directe du feedback, positif ou négatif d'ailleurs. Ils sont transparents, explicites et directs. Quand plusieurs dimensions catapultent, mais qu'ils sont toujours cohérents, c'est-à-dire ils sont toujours dans l'opposition, dans le désaccord, dans l'expression, dans le direct, ils sont très égalitaires. Et un peu ce que peut-être les peuples d'Asie considèrent le respect, puisqu'ils ne l'expriment pas. Ils sont neutres. Ils n'expriment pas trop, c'est-à-dire pas ouvertement, pas avec des gestuels un peu latinos. Et donc ça marche parce que les Japonais se disent « Waouh, ce feedback, ça m'a choqué. C'était vraiment direct, mais c'est culturel. » C'est un peu plus facile quand plusieurs dimensions culturelles catapultent parce qu'ils sortent toujours un peu direct, un peu explicite, un peu brut de fonderie. Donc ils accèdent, c'est culturel. Quand on est un peu dans la nuance, comme les Français ou d'autres, les Anglais, les Français qui sont directs en feedback négatif, mais très indirects en feedback positif, qui expriment leur mécontentement ou leurs impatiences ou leurs frustrations, et qui sont dans l'expression des désaccords, mais qui sont aussi nuancés parce que il y a le second degré en France. Il n'y a pas de second degré aux États-Unis. Il faut tout dire. Il y a beaucoup de relationnel en France.
C'est pas que comme les Nordiques. On fait une réunion parce qu'on fait une réunion et puis pourquoi passer du temps à faire des dîners, des apéros, des drinks, des after-work, on n'a pas besoin de se connaître. Si, on fait une réunion, on négocie. Alors qu'en France, si, c'est très, très important, la dimension humaine. Enfin, vous ne voyez pas travailler avec des gens pas sympas, je crois. Donc, déjà, se dire ça, c'est que la dimension des relations humaines est très, très importante. Donc ça ressemble au japonais. Peut-être que vous ne voyez pas sur cette carte parce que cette carte ne retrace que les émotions et la confrontation, ok? Mais là, je suis un peu sortie de cette carte hein, pour vous dire que quand on est un peu indirect, comme la culture française, eh ben, c'est très difficile à lire pour une culture, la culture japonaise aussi un peu dans l'extrême, hein, extrêmement implicite, toujours dans le consensus, surtout éviter les désaccords, surtout ne pas exprimer la frustration, l'impatience, toujours garder la face. Bon, je prends le Japon, j'aurais pu prendre la culture chinoise aussi. Et donc, quand on est un peu trop dans les nuances des deux côtés, contrairement au néerlandais, je veux dire, eh ben, il y a beaucoup plus de possibilités de malentendus, parce que c'est plus difficile, et c'est ça la vraie vie. Et beaucoup de malentendus, ou de frustrations, ou de négociations qui n'aboutissent pas, pour ne pas avoir suggéré les émotions qui sont nées des chocs culturels, mais non reconnus, mal digérés, mal considérés, ça peut mener à des échecs professionnels du business, ou des relations professionnelles lors d'un entretien, ou des réunions qui n'aboutissent pas. Et on ne sait même pas pourquoi. Ça peut arriver. Je ne sais pas si ça peut suggérer des situations aux participants. C'est assez fréquent. Ah, très intéressant. En France, on dit on est cartésien. Caro, on n'est pas dans ses émotions. Non, en France, on est carré. On est cartésien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que tous ces directeurs de Renault qui m'ont dit Carou en France, on est cartésien, est-ce ils ont lu René Descartes, qui a publié donc aux Pays-Bas en 1637 de façon anonyme le discours de la méthode, qui s'appelle en fait le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il a écrit après donc le procès de Galilée et toute cette controverse à l'époque où l'Église s'est mêlée sur est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour avec les autres planètes de la Terre, l'héliotropisme. Le discours de la méthode, donc René Descartes, commence par le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Ah, c'est savoureux, j'adore cette ouverture, ces premières lignes de Descartes. Quand on dit qu'on est cartésien, en fait, ça se réfère très souvent aux présentations, dans des cultures théoriques, un peu allemandes, mais surtout en France. Dans les communications, dans les supports écrits ou oraux, dans le déroulé des réunions, le plus souvent, on tient à ce que A implique B et on démontre que B implique C. Du coup, la logique est irréfutable. A implique C, c'est brillant. Du coup, D découle logiquement. Il n'y a même pas à s'attarder. Si vous avez adhéré à ma démonstration, et surtout ne m'interrompez pas, hein, parce que si vous m'interrompez, il faut que je recommence à A. D découle logiquement, mais pourquoi en parler? C'est des détails. Dans des cultures fortement empiriques, les anglo-saxons, les Anglais, mais surtout les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Néo-Zélandais. D'abord, on commence par D, c'est le message. Et je présente D. Mais je peux présenter ABC en appoint. Une culture plutôt empirique. Les Allemands, c'est un mélange de théorique et de plutôt empirique, mais les Japonais sont plutôt empiriques. Moins que les anglo-saxons, mais plutôt. D, c'est l'action. Ils veulent d'abord l'action D. Il faut qu'on m'explique D. Mais comme ils sont très logiques et très perfectionnistes, ah, c'est quand même la culture du zéro défaut, il faut qu'on m'explique A, B, C, mais aussi D. Ça a manqué dans la présentation Renault, puisqu'ils sont arrêtés à C, puisque la logique est irréfutable, ça doit découler logiquement.
Mais quand on n'est pas déductif, voilà, une culture théorique est déductive, c'est-à-dire que la logique est descendante du concept. Les empiriques sont inductifs, ils partent de la réalité et remontent vers les concepts. Donc, un détail n'est pas un détail. Moi, combien de fois j'ai vu des réunions désastreuses ou des Nissan qui ont enfin essayé de réussir à poser une question. Les chèvres nous disent « Oh, those are details ». Bon, déjà, le geste de la main, dismissive. Mais non, ils sont inductifs, c'est-à-dire s'ils n'ont pas compris l'applicabilité dans la réalité de quelque chose, le concept n'était pas crédible. Ils ont essayé de participer. Ils sont engagés. Au contraire, ils ont essayé de valoriser de leur point de vue, sans savoir qu'ils étaient, eux, empiriques, alors que les Renault étaient théoriques. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui suis coach, qui ai cette lecture. Mais dans la réunion, dans le feu de l'action, dans le déroulé, ils ont essayé de comprendre des qui n'étaient peut-être pas aussi clairs dans la présentation, qui s'est arrêté à C. Voilà. Et donc, quand on a un regard croisé de culture, et les présentations, c'est le dessus de l'iceberg, d'accord? C'est vos slides là. Le dessus de l'iceberg, c'est les slides, c'est ce que vous dites, c'est vos supports écrits ou oraux, c'est la façon dont vous communiquez, dont vous interagissez ou pas. Est-ce que c'est un monologue? Est-ce que vous acceptez d'être interrompu? Est-ce que vous incluez les questions dans la démarche totale qui va jusqu'à D de vos démonstrations? Est-ce que vous avez inclus les autres points de vue, l'applicabilité, l'implémentation et tous les obstacles peut-être, venant d'une culture, peut-être pas à zéro défaut, mais enfin d'une culture où il faut peut-être fédérer? Parce que tous ces commentaires, ces points de vue, ces résistances peut-être, ce manque ou pas d'acceptabilité, de crédibilité vient du bas de l'iceberg. Et du coup, très souvent, quand on a une culture théorique, la posture, c'est de convaincre, parce qu'il y a une meilleure solution. On croit qu'il y a la meilleure solution qu'on détient. On séduit par l'intellect, par la brillance de la démonstration. C'est la posture d'un expert métier. Le plus important, c'est le savoir. Le savoir-être ou le savoir-faire, mais le savoir. On est compétent. C'est l'expert métier qui parle. La posture est de convaincre. Quand on est plutôt de culture empirique comme les anglo-saxons, la posture est plutôt celle d'influencer. Et en plus, bon, je tiens à ce qu'on fasse D. J'influence pour que on fasse faire le D. Donc, ils sont un peu leaders et en plus, ils fédèrent. Puisque ABC n'est qu'en exemple. Ah, vous avez dit X, Y, Z. OK, on va mettre X, Y, Z dans la présentation. Donc, moi, je suis inclusif. I am a nice guy. J'inclus, parce que finalement, on va faire D. Tout le monde va faire D. Donc, leur posture est celle d'un leader un peu. I am a nice guy. Dans une culture japonaise qui est un peu empirique, mais qui veut aussi tout comprendre du théorique, la posture est celle de contribuer à plus grand que soi. C'est un petit grain de riz, mais qui veut contribuer à plus grand que soi, mais en améliorant. C'est peut-être là où il y a un peu d'arrogance, je veux le zéro défaut. Et parfois, très souvent, dans des séminaires ou dans des formations, on m'a dit, et là, ce n'est pas des Renault qui me disent, hein, mais ils posent des questions, les Japonais, on n'a pas compris d'où ça sort. On est encore dans le déroulé, ils sont dans des détails, mais qui n'ont rien à voir. On dirait qu'ils cherchent sans preuve. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils ont une posture de contribuer à zéro défaut. Voilà, c'était un petit peu une façon un peu courte de vous présenter l'importance de l'impact culturel par rapport à votre intention de piloter. En guise de conclusion, avant de passer peut-être aux questions, donc je vous présente les références théoriques. The Culture Map de Erin Meyer. Donc, elle passe toutes ces dimensions culturelles au travers des comportements managériaux. Les dimensions managériales, pour elle, il y en a 8. La communication, l'évaluation, le leadership, la prise de décision, la confiance, la gestion des désaccords,
Donc, la gestion du temps, pour elle, c'est le scheduling. Et le speaking, c'est-à-dire ce que c'est que de parler vraiment. Parce qu'il y a des pauses aussi dans les prises de parole. Et là, donc, Acteos est leader interculturel depuis 20 ans. Ils ont leur modèle, donc je vous ai présenté l'iceberg, mais aussi leurs 10 dimensions managériales culturelles, la distance hiérarchique, l'application de la règle, le référentiel, c'est-à-dire individuel ou collectif. Ensuite, le raisonnement, la gestion du temps et la prise de risque. Et enfin, les relations professionnelles, c'est-à-dire tâches ou relationnelles, la communication, la résolution des désaccords et l'expression des émotions. C'est basé sur 20 ans de recherche. Ce n'est pas exactement la même approche que Erin Meyer, mais c'est deux modèles théoriques extrêmement puissants et qui parlent en fait à la vie quotidienne de n'importe quel professionnel. Voilà, peut-être ma conclusion, le message final. J'ai parlé de Descartes tout à l'heure, je vais vous parler d'un autre philosophe, allemand cette fois-ci. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc ça, c'était une citation de Kant, qui était un philosophe de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, donc qui se trouve en Russie, qui est l'enclave entre la Lituanie et la Pologne, pour faire retour à l'actualité. Voilà. Merci Kaoru. Merci beaucoup Kaoru. Alors, des questions nous parviennent, donc je laisse la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Kaoru. Ce fut absolument passionnant et les questions en témoignent. Alors, des questions, mais aussi des remarques qui ont vocation à rebondir sur votre présentation. Notamment cette remarque que je trouve assez intéressante, qui dit que cela peut effectivement poser problème quand quand on a un responsable asiatique et que l'on est français. Difficile de présenter une idée qui n'est pas celle de son chef. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup. Très importante. Donc, c'est une situation miroir, absolument d'actualité et sur la prise de décision. Alors, quand vous dites asiatique, c'est pas du tout la même nuance. La Chine et le Japon, deux pays où, par exemple, certaines religions sont communes, comme le bouddhisme. Le confucianisme est plutôt une philosophie. Au Japon, il est moins fort qu'en Chine. Par exemple, le respect des aînés, le respect de la famille. Mon fils, qui a 24 ans, a un copain du même âge, donc né en France mais chinois d'origine, il est obligé de faire comme métier de continuer le restaurant chinois de ses parents. Il n'y a pas de discussion. Alors que pour un Japonais, oui, c'est bien, mais s'il veut faire autre chose, les parents acceptent. Donc là, c'est la dimension confucéenne, le respect des aînés, le respect de la hiérarchie très forte en Chine. Il y a aussi une dimension extrêmement importante en Chine qui est très différente des Japonais, notamment à la prise de décision. Au Japon, le chef ne peut pas se mettre au-dessus du groupe, hélas. C'est le consensus, c'est-à-dire que même s'il y a une bonne idée, d'abord ça prend du temps, même s'il y a une bonne idée, si tout le monde n'a pas été consulté, toutes les opinions, tout et son contraire, alors il n'y a pas de outcome, il n'y a pas de résultat. La décision ne peut pas être prise. Et c'est pour ça, entre parenthèses, Carlos Ghosn au début, il y a 20 ans, c'est un énorme succès parce que toutes les idées étaient là. Il a même dit, il a réussi à redresser Nissan en 2 ans et non pas 3. Lui-même, il a écrit, toutes les solutions étaient là. J'ai pu prendre les décisions parce que je n'étais pas japonais. Je me suis mise au-dessus du groupe. En tant que chef, j'ai assumé, en tant que chef français, j'assume la décision. En Chine, c'est 180 degrés différents. Il n'y a pas plus différent que la Chine et le Japon sur cette dimension uniquement. Je ne parle pas des valeurs, de l'histoire, du confucianisme. Il n'y a que le chef qui prend la décision. Donc, quand les Japonais ont des chefs chinois, c'est une tragédie, c'est très difficile. Je ne sais pas si quand vous avez un chef qui est asiatique et vous êtes français, il n'y a presque pas de discussion. C'est le chef qui prend la décision. La hiérarchie est absolue. Là, sur Erin Meyer, vous verrez que cette dimension est extrêmement différente. A contrario,
certains groupes français ou européens m'ont dit, Caro, comment ça se fait? C'est beaucoup plus facile de travailler avec des Chinois qu'avec des Japonais. Parce que très souvent, un chef, c'est un chef en Chine. Ben, il prend des décisions. La hiérarchie, c'est la hiérarchie. Alors que au Japon, non, le chef ne peut pas se mettre au-dessus. Donc, quand vous êtes français et que vous avez un chef asiatique, sachez que si c'est un chef chinois, eh ben, il va falloir l'influencer différemment. Il ne faut pas qu'il perde la face, c'est-à-dire, surtout, c'est encore plus fort en Chine qu'au Japon. S'il y a une dimension à comprendre en Chine, c'est perdre la face, c'est-à-dire que faites un feedback en privé, en informel, en one-to-one, écrit ou oral, mais en one-to-one, jamais devant un groupe, et ça c'est vrai au Japon aussi, parce que vous faites perdre la face. Essayez d'influencer en faisant travailler des personnes en qui ce chef asiatique a confiance. C'est le réseautage à l'asiatique. C'est-à-dire, vous influencez les personnes en qui le chef asiatique a confiance pour que finalement l'idée n'ait pas nécessairement l'air de venir de vous, mais d'une autre personne aussi. Il faut adhérer. Donc, le principe, c'est de trouver des alliés. J'étais un peu longue, excusez-moi. J'ai peut-être répondu à la question ou pas, vous me direz. C'est absolument passionnant. Donc, non, non, vous n'avez pas du tout été trop longue. Bien au contraire, vous écouterez des heures. J'ai une question qui porte un grand intérêt aussi. Comment fait-on concrètement pour savoir si un Japonais a compris ou pas? Oui, j'adore la question. Bah d'abord, on est dans l'international, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous imaginer des choses auxquelles peut-être vous devriez vous conforter. Non, 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 non. Je pense qu'à l'international, c'est pas parce que je suis coach seulement que je le dis. À l'international, il faut être authentique, c'est-à-dire simple. Bah, posez de temps en temps, interrompez-vous, faites court, surtout. Ne vous embarquez pas dans des monologues parce que là, vous avez perdu l'auditoire, japonais ou pas d'ailleurs. Donc, faites court et interrompez-vous vous-même. Ne dites pas have you understood, ce qui est critique. Dites vous-même am I clear? Have I made myself clear? Posez tout le temps des questions simples et claires, dans l'authenticité. Mais est-ce que j'ai été claire? Est-ce que j'ai été compréhensible? Voilà, avec l'humilité de la phrase, toujours en parlant de vous, je, I et non pas you. Et posez simplement, was I clear? Am I all right? Are you all right? Voilà. Et si vous posez la question do you agree, c'est une autre dimension parce que c'est une autre dimension. Le non existe en japonais, mais c'est tellement impoli, en Chine pareil, que plutôt que de vous répondre non, ben, il faut être extrêmement expert et habitué au non japonais pour le comprendre. Donc, ne posez pas de but en blanc, vous êtes d'accord ou pas? Parce que là, c'est trop impoli pour eux. Ben, si vous voyez que au lieu de vous répondre le lendemain, alors que la deadline, c'était le lendemain, les Japonais qui sont tellement stricts avec la ponctualité ne vous ont pas répondu, ah, ça c'est un silence assourdissant. Il n'y a pas de preuves plus tangibles qui ne sont pas d'accord. Voilà. Mais donc, pour éviter, allez-y par petits bouts. Faites du réseautage à la japonaise, c'est-à-dire des petits chats très courts, en one-to-one informel, écrit ou oral, visuel ou pas, présentiel ou online, et demandez was I clear? Have I made myself understood? Is it okay with you? Merci beaucoup, très intéressant. Et alors, autre question, on me demande quelles sont vos bonnes pratiques pour conduire des projets réunissant des différences culturelles aussi marquées. Et il y a Oui. une personne qui rebondit sur cette première question en disant, merci pour cette question, je me pose la même. Comment trouver le centre ou la nuance dans les équipes très multiculturelles? Ok, merci Deux beaucoup. questions qui se Effectivement, conjointent. c'est d'actualité, oui, tout à fait. Donc, bien sûr, soyez dans le respect, dans le comportement. Voilà, là, c'est pas anodin de le dire, parce que vous voyez, il ne voit que le haut de votre iceberg. Il ne voit pas vos bonnes intentions. Ça, c'est le dessous. Vous aimez peut-être une culture étrangère à la vôtre, peut-être que vous avez des hobbies culturels passionnants, mais il ne voit pas.
Ce qu'ils voient, c'est que ce qui transparaît, le haut de l'iceberg, il est tout petit, hein, dans une réunion. Voilà. Donc déjà, soyez respectueux de tout le monde, un peu plus lent peut-être dans votre élocution. Je trouve que c'est un bon conseil parce que tout le monde n'est pas anglophone. C'est une dimension qu'Erin Meyer souligne beaucoup. Certaines cultures sont plus à l'aise dans les pauses après chaque phrase que d'autres. Les latinos, les français, les anglo-saxons, ça les affole. Quand c'est pas du ping-pong, c'est pas interactif, non seulement ils se demandent mais on perd du temps, mais aussi mais on m'aime pas, on n'est pas engagé, mais ça me démotive, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que très souvent, dans des cultures indo-européennes, c'est-à-dire de langues indo-européennes, ça va très vite. Les langues indo-européennes sont habituées au concept. Avec les Indiens, par exemple, ça va vite aussi. C'est une langue indo-européenne. Le persan aussi, même s'ils ne sont pas européens. Alors que les langues non indo-européennes, il y a une seconde ou même deux entre une question et une réponse, parce qu'ils passent par l'anglais, vous voyez, ils traduisent, ils repassent dans leur langue. Après, ils reviennent à l'anglais pour reparler. C'est très lent et parfois une seconde, c'est lent, c'est 2 secondes, c'est insurmontable quand c'est comme ça. Donc, peut-être soyez un peu plus lent. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, surtout pas de monologue. Interrompez votre présentation, faites court. Posez à chaque fois des questions, soyez interactifs. Soyez un peu plus empirique. Peut-être que votre démonstration A implique B, B implique C, donc A implique C. C'est important, mais peut-être qu'il y a une opinion X, Y ou Z ou G, K, peu importe, qui sont des points de vue empiriques, c'est-à-dire qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous venez de dire, mais soyez pas vexés, soyez pas fâchés, soyez pas frustrés. C'est votre iceberg qui vous rend frustré, impatient ou fâché. L'autre iceberg, il s'engage en fait. Si vous interrompez à vous poser des questions qui ont l'air de rien avoir, soyez curieux intellectuellement. Interrogez-vous, mais pourquoi on vous a posé cette question? Essayez de comprendre et faites au mieux, essayez d'y répondre, ou alors dites-le, ok, je le note sur mon parking lot, c'est une question résiduelle, pending, on va répondre plus tard si c'est absolument hors scope. Mais c'est ça que j'appelle aussi respecter l'engagement de vos équipes multiculturelles qui essayent de vous suivre à leur rythme, à leur façon, avec leurs moyens cognitifs, affectifs ou théoriques, peut-être plus réduits que les vôtres parce que ils n'ont pas été peut-être en amont de votre intention de pilotage. Ok, on parle de 2 icebergs très différents, de plusieurs icebergs extrêmement différents. Dans une situation un peu pressée par le temps, parce que vous parlez d'animer une équipe sans doute au sein d'une réunion, avec un temps de début, un temps de la fin, donc c'est un peu, tout le monde est mis un peu sous pression. Et on sait que des comportements sous pression, parfois c'est pas toujours le même, le comportement idéal d'une culture quand on est à l'aise et parfaitement détendu. Donc en sachant tout ça, peut-être savoir suspendre son jugement et aussi voir le point de vue, l'intérêt du point de vue d'autrui, même si soudain ça vous paraît d'où ça sort. Merci Kaoru. Alors, on nous demande, quid des pays africains? Ok. Les pays africains sont beaucoup dans l'affectif. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord, mais aussi un peu, et dans le spirituel. Par exemple, la relation au début, les salutations, demander après la famille, la santé, la situation personnelle. On passe beaucoup de temps et c'est normal. On ne peut pas chanter. Connaître l'autre personne, comment allez-vous? Et la famille, et votre épouse, et votre mari, et les enfants. Ça peut prendre pas mal de temps, mais c'est très, très important. Mais ne pas faire à la va-vite. Y mettre du cœur, les émotions avant, l'affect avant. Sinon, ça bloque et vous aurez une mauvaise réunion après. Ensuite, il y a une très grande dimension spirituelle, c'est-à-dire que c'est moins logique ou déductif. Si on peut joindre
un élément de joie ou quelque chose qui fait qu'il y a un impact émotionnel tout aussi important qu'un impact cognitif, intellectuel, et là, vous avez tout gagné. Bon, après, il faut faire attention à la dimension du temps. C'est pas du tout un planning à la japonaise, mais il faut accepter d'être flexible, c'est-à-dire être ouvert aux impondérables, euh, peut-être être flexible, être créatif dans la flexibilité, bah, accepter que ça va pas se dérouler comme on a prévu. Merci, Kaoru. Bon, oui, vas-y Nathalie. Non, est-ce que on conclut? Il y a une dernière Oui. question peut-être qui est intéressante, mais compte tenu de l'heure qui file, on n'a pas vu l'heure passer. Peut-être, Delphine, qu'il est temps de conclure, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, merci infiniment, Kaoru. Merci, Nathalie. Alors, peut-être que certaines personnes vont continuer à te poser des questions sur LinkedIn, Kaoru. Voilà. Mais écoute, en tout cas, merci encore. Je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn Delville Management, sur laquelle nous annoncerons le replay de l'intervention de Kaoru. Nous vous donnons rendez-vous maintenant le 16 mai. Nous recevrons cette fois un autre membre du club, comme Morgan, qui nous parlera de la façon d'appréhender efficacement les opérations de croissance externe. Tout autre sujet. Merci encore. Kaoru, peut-être que tu veux dire un dernier mot? Oui, non, merci beaucoup. C'était un plaisir donc d'échanger avec vous. Moi, je suis effectivement disponible sur LinkedIn. Être coach, c'est ma passion. Je crois fermement au multiculturel. Et là, je vous montre une dernière page de bibliographie. Voilà. Merci à tous. Merci Delphine. Merci Nathalie. Merci Merci, à tous de nous Kaoru. avoir Merci beaucoup. suivis. Passez une très belle fin de semaine. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.